The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. 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 The stock market is now down 21%. We're now down 43%. La bourse de Paris a fait comme les autres bourses mondiales, elle a chuté aujourd'hui. 300 000 chômeurs supplémentaires devraient s'ajouter aux statistiques officielles. Et dans ce contexte, un nouveau dispositif est en train de faire le plein. Les auto-entrepreneurs. En clair, s'installer à son compte, non pas pour créer une réelle entreprise, mais pour encadrer une activité personnelle en parallèle ou à temps plein. 4 ans après avoir vu le jour, le dispositif est un succès. Près d'1 million de Français a ainsi déjà créé son entreprise. Ça facilite beaucoup de choses. Vous vous inscrivez par Internet, vous recevez les papiers de l'URSSAF. Je n'ai pas non plus envie de trop m'investir, donc quelques jours par mois, ça me va très bien. Voilà, ça fait un peu de business, ça fait arrondir mes fins de mois, donc tout va bien. Ça peut être une concurrence déloyale, effectivement, puisqu'ils peuvent exercer des prix nettement plus bas que les nôtres. Déjà aujourd'hui que la conjoncture n'est pas évidente, alors bon. On paye des charges sociales, on paye du RSI, on paye des licences, on a une réglementation qui est lourde. Au gouvernement, on dit effectivement réfléchir à réformer ce statut. Quelles sont les pistes aujourd'hui d'adaptation ? Probablement, pour ceux pour qui c'est une activité permanente, une limitation dans le temps. La fronde est immédiate. Création d'un collectif appelé les Poussins, mobilisation sur Internet, multiplication des pétitions. Hier, Jean-Marc Ayrault s'empare du sujet et rectifie le tir. Il faut qu'il soit rassuré, qu'il soit sécurisé. En tout cas, c'est le message que j'annonce. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le gouvernement, au contraire, souhaite le maximum de possibilités pour les créateurs d'entreprises. Voilà. C'était une petite vidéo pour qu'on se remémore tous l'histoire des micro-entrepreneurs, comment ils sont nés. Et donc ils sont nés à l'occasion d'une crise, la grande crise de 2008. Alors aujourd'hui, la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est qu'ils sont désormais 3 millions. Il y a 3 millions aujourd'hui en France de micro-entrepreneurs actifs. C'est une énorme partie de la population active. On a et très dynamique, puisqu'on a encore 700 000 nouvelles immatriculations par an. Là, en 2024, en juillet, on était déjà à 500 000. Et c'est le choix numéro 1, et de très loin, de tous les entrepreneurs dans la catégorie indépendant. 85% des nouveaux entrepreneurs sont des micro-entrepreneurs. C'est donc un incroyable succès. On peut parler d'un raz-de-marée. Et ce statut, vous l'avez vu, qui était pensé pour être d'appoint et temporaire, est devenu tout simplement incontournable. C'est en quelque sorte le syndrome de la Tour Eiffel. Il a été conçu pour durer seulement un temps, et à la vue de son succès, c'est désormais un monument incontournable. Donc à défaut de pouvoir le supprimer, on l'a amélioré. C'est comme la Tour Eiffel, on le fait scintiller. Alors, donc vous avez vu les courbes impressionnantes de son succès. Qui sont ces micro-entrepreneurs ? Alors, si on les compare par rapport aux autres entrepreneurs, ils sont très jeunes, plus de la moitié à moins de 32 ans. Ils sont plus féminins que l'ensemble des entrepreneurs, mais ça reste une population très majoritairement masculine, à 68%. Ils ont été plus souvent au chômage ou en inactivité, et ils sont moins diplômés. Alors, quel métier ? On les retrouve le plus souvent, alors c'est très hétérogène, service à la personne, beaucoup de livreurs, transporteurs, déménageurs, activités de nettoyage, mais aussi beaucoup d'activités de conseil, de consulting, beaucoup d'artisans, de créateurs, bijoutiers, couturiers, beaucoup de vendeurs en ligne sur des marketplaces comme Amazon, eBay, et beaucoup aussi de créateurs de contenu en ligne, des blogueurs, des youtubeurs. Alors, essayons de comprendre pourquoi un tel succès. Donc pourquoi un tel succès ? C'est parce que ce dispositif a été particulièrement bien vendu avec 2 arguments majeurs. Le premier, c'est la simplicité. Simplicité dans les formalités de création d'entreprise, il n'y en a quasiment pas. Simplicité aussi dans la compréhension de qu'est-ce que je vais payer comme charge sociale et comment je vais les payer. Et ça, dans un monde administratif hyper complexe, qui est très énergivore
et angoissant, c'est un énorme argument. Un autre argument par rapport à la simplicité, c'est son caractère non engageant. C'est-à-dire, on ne se marie pas avec ce statut. On fait ça en attendant, on fait ça en plus de notre job, donc ce n'est pas engageant. Donc, en fait, il y a très peu de freins et ça contribue également à son succès. Alors, on a dit, premier argument, la simplicité. Donc là, il faut aller creuser un petit peu derrière, parce qu'on reste quand même en France. Donc, on est obligé d'aller un petit peu dans les détails, parce que c'est très important pour pouvoir répondre à la question, sont-ils les plus mal lotis ? En fait, ça paraît simple, parce qu'on est micro-entrepreneur. Ok, c'est un seul statut, mais ça, c'est la façade. Il y a une grande porte d'entrée, micro-entrepreneur. Mais derrière la façade, il y a beaucoup de pièces et beaucoup de couloirs. Pourquoi ? Parce qu'on a dû créer des catégories de micro-entrepreneurs pour les faire rentrer dans des cases sociales et fiscales préexistantes. Donc, on a plusieurs catégories de micro-entrepreneurs. Ces catégories, elles se caractérisent par, chaque fois, 3 choses. 1, c'est le chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser. Deuxièmement, c'est le taux de charge sociale, qu'on va appeler le taux de forfait social. Et troisièmement, c'est le taux d'abattement fiscal. Le taux d'abattement fiscal, c'est le taux de charge fiscale, le taux de charge qu'anticipe l'administration fiscale pour arriver au revenu imposable qui est soumis à imposition. Bon. Voilà le décor. Alors, quelles sont ces catégories ? On a une catégorie qui est simple, c'est l'activité d'achat-revente de biens. Elle est simple, il n'y en a qu'une. Il y a un taux de... vous le voyez, un taux de chiffre annuel à ne pas dépasser qui est de 190 700 €, un forfait social qui est de 12,30% et un abattement fiscal pour arriver au revenu imposable qui est de 71%. Là, c'est simple. Pour les prestations de services, vous voyez que ça se complique. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu les recaser dans nos fameuses catégories sociales et fiscales préexistantes. Or, les catégories sociales et fiscales ne coïncident pas. Donc, dans la fiscalité, il faut choisir si son activité relève des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou BNC, bénéfices non commerciaux. Donc, industriel et commercial, c'est tout ce qui est de nature commerciale, artisanale. Les BNC, c'est plutôt associé aux professions libérales, ce sont des activités plutôt de nature intellectuelle ou scientifique, comme des conseils, des traducteurs, voilà. Et donc, vous voyez que c'est différent parce que selon l'un ou l'autre, vous n'avez pas le même taux d'abattement fiscal, c'est-à-dire que vous allez payer plus ou moins d'impôts. Voilà. Donc, je dois dire que déjà, toutes les catégories de prestation de services, elles ont au moins une chose en commun, c'est le chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser. Celui-là, il est commun. Après, donc, il faut choisir sa catégorie fiscale, BIC ou BNC, sachant qu'à la fin, ça fait pas la même, c'est pas le même montant d'impôt à payer. Voilà. Et ensuite, il y a encore une autre différence, on va dire, qui est parallèle, c'est à quelle caisse de retraite je suis rattaché. Donc là aussi, vous allez voir, vous n'avez pas tout à fait le même taux de charge sociale. Alors, en gros, la règle est, on est toujours rattaché au régime général et au RCI, régime des indépendants, sauf si on a une activité qui relève de la CIPAV. Alors, quelles sont ces activités qui relèvent de la CIPAV ? Alors, c'est des activités limitativement rémunérées. Il y a toutes les activités liées au bâtiment, architecte, géomètre, toutes les activités liées à la montagne, guide de montagne, moniteur de ski, et enfin toutes les activités de médecine non réglementées, psychothérapie, ostéopathie, etc. Tout ça, c'est CIPAV, sinon on relève du régime général. Donc vous voyez, et je ne parle pas des activités de fourniture de logement et de nourriture, c'est horriblement compliqué. Donc vous voyez que derrière cette façade, il y a quand même quelques complexités. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que tous les micro-entrepreneurs se soient très bien classés dans toutes ces catégories. Bon. Mais revenons-en à la question de cette présentation, c'est sont-ils les plus mal lotis pour la retraite ou pas ? Donc, pour répondre à cette question, il faut comparer les droits à retraite que payent ces micro-entrepreneurs et comment ils se comparent par rapport aux autres catégories, et notamment la catégorie qui leur est la plus proche, c'est les travailleurs non salariés. Alors, déjà, je dois vous dire que désormais, on peut répondre à la question, mais jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas répondre à la question. Pourquoi ? Parce que les taux de charge sociale des micro-entrepreneurs ont beaucoup fait le yo-yo, et surtout, ces fameux taux de forfait social de 12,30 ou de 23%, ils n'étaient pas correctement, ils n'étaient pas affectés clairement à des organismes sociaux, et notamment à des caisses de retraite. Donc évidemment, s'ils ne sont pas affectés, c'est difficile de connaître les droits.
Et notamment pas une caisse de retraite qui était la CIPAV, à qui on a dit du jour au lendemain, tu vas gérer tous ces micro-entrepreneurs. Elle n'avait absolument pas les ressources à moyens humains informatiques pour gérer tout cet afflux de micro-entrepreneurs. Donc bref, jusqu'à très récemment, ils n'étaient pas bien lotis pour la retraite parce qu'on n'arrivait pas à leur affecter les droits. Mais tout a changé récemment, depuis un décret de 2022 qui a clairement affecté la répartition, qui a créé une clé de répartition de ces taux de charge sociale. Et donc, elle a pu flécher quelle est la partie de ces charges sociales qui va à la caisse de retraite de base et qui va à la caisse de retraite complémentaire. Donc, c'est bon, on peut commencer à comparer. Bon. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Ce n'est pas si simple que ça parce qu'un travailleur non salarié classique, déjà, il paie des charges par rapport à un revenu. Son revenu, c'est le chiffre d'affaires moins les charges. Là, le micro-entrepreneur, ça ne marche pas pareil. On lui affecte, il paie des charges sociales sur son chiffre d'affaires. Et ensuite, le travailleur non salarié classique, il paie clairement par rapport à son revenu, il sait très bien ce qu'il paye par rapport pour sa caisse de base et pour sa caisse complémentaire. Le micro-entrepreneur, pas. Lui, il voit que 12,30 ou 21,2. Bon. Il ne va pas aller voir dans le décret quelle est la part des 21,2 qui va chez Pierre-Paul Jacques. Donc, c'est très compliqué pour lui. Mais bon, chez Sapieno, on a fait les calculs. Et je dois dire que c'est un peu plus compliqué que prévu. Et au bout de quelques règles de 3 et équations, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. C'est que l'administration sociale recompose, si vous voulez, un revenu implicite du micro-entrepreneur dont elle ne connaît que le chiffre d'affaires. Donc, elle lui affecte notionnellement un taux de charge sociale, un taux de charge de fonctionnement, pardon, un taux de vraie charge, qui, heureusement, se trouve correspondre à celui qu'utilise l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'elle va considérer que quelqu'un qui fait de l'achat-revente a des charges de 71%, quelqu'un qui a une activité BIC a des charges de 50%, etc. Et donc, sur ce revenu qu'elle recompose notionnellement, elle applique sa clé de répartition. Et là, elle applique les mêmes taux que pour un travailleur non salarié classique. Donc, conclusion, je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, à la fin de tous ces calculs, un micro-entrepreneur, s'il a les mêmes charges, les mêmes taux de charge qu'a supposé l'administration sociale, il est exactement traité comme un travailleur non salarié classique. S'il a plus de charges que ce qui a été supposé, en fait, il va payer un peu plus de cotisation retraite, puisque son revenu fictif sera supérieur à son revenu réel. Et c'est exactement l'opposé. S'il a moins de charges que prévu, enfin, s'il a moins de charges que supposées par l'administration fiscale, il va cotiser un peu moins. Donc la réponse à la question technique est: il est traité comme un travailleur non salarié classique s'il a le même taux de charge de fonctionnement qu'a supposé l'administration sociale. Sinon, il est gagnant ou perdant. Donc question, est-ce que vous pensez que le micro-entrepreneur est au courant de tout ça ? Donc je vous propose un petit film, un petit micro-trottoir. Je pense qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on a beaucoup moins de droits qu'un salarié. L'auto-entrepreneur, voilà, c'est j'allais dire, la dernière roue du carrosse. Je m'appelle Boris, j'ai 53 ans. Je suis consultant en marketing et en communication et je suis auto-entrepreneur depuis 14 ans. Donc, je m'appelle Angelina, j'ai 31 ans. Ça va faire 5 ans que je suis auto-entrepreneur. J'ai une société, une micro-entreprise en fait, dédiée à la distribution de cosmétiques. Alors moi je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans et je suis du coup streamer sur Twitch depuis 2 ans maintenant. Franchement, j'en ai aucune idée. J'avoue absolument pas du coup. Étant à la CIPAV, je pense qu'elles sont plutôt basses, entre 2 et 5%. Je sais pas, je dirais dans les 5%. Pas vraiment, je n'ai pas fait de calcul approfondi sur ce sujet. Alors j'imagine de l'argent un peu en plus. Je vois pas du tout combien ça pourrait me représenter. Peut-être une vingtaine de pourcents, trentaine de pourcents. Alors a priori j'irais autour de 50%. Au-delà de 50%, très certainement.
Donc voilà des témoignages intéressants qui montrent que même si des vrais progrès ont été faits sur ce statut, et puisque maintenant il y a des cotisations qui sont clairement affectées au compte des assurés, donc il y a un vrai progrès, mais les principaux concernés ne sont pas du tout au courant. Bon. Et quelque part, on les comprend. Ça a été franchement assez compliqué d'arriver aux conclusions que je viens de vous livrer. Voilà, on va d'ailleurs profiter pour faire un nouveau simulateur gratuit pour en faire profiter tout le monde, mais c'est vraiment pas simple. Après, il n'en demeure pas moins que désormais aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont à peu près traités comme des travailleurs non salariés classiques, mais il ne faut pas oublier qu'un travailleur non salarié classique cotise beaucoup moins pour la retraite qu'un salarié. Alors, je rappelle quelques chiffres. Un salarié, par rapport à son salaire net, quand on fait les calculs de toutes les cotisations retraite payées entre lui et son entreprise, on arrive à 37% du salaire net. C'est vraiment énorme. Pour un travailleur non salarié classique, suivant les revenus, suivant la caisse d'affectation, on est entre 15 et 25%. Donc c'est vraiment un écart extrêmement considérable dont les personnes n'ont pas conscience. Donc quand on voit que 50% au moins, un des micro-entrepreneurs dit j'aurai au moins 50%, non, il n'aura pas au moins 50%. Donc l'information, elle est vraiment clé. Et on en revient au sujet de la dernière table ronde. Quand on le sait, je dirais, il n'y a pas de sujet. On sait qu'on cotise beaucoup moins que, en gros, les salariés qui constituent la plus grosse partie de la population active, donc on épargne. Le tout, c'est de le savoir. Donc il faut être conscient de tout ça. Donc je pense qu'il y a des gros progrès à faire en matière d'information, désormais sur ce statut et sur les cotisations en retraite qui en découlent. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter à nos micro-entrepreneurs, à la limite, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est qu'ils dépassent le plafond de chiffre d'affaires, parce que c'est souvent en plus un petit paradis, donc certains sont prêts à réduire leur activité pour rester sous le plafond. Non, au contraire, il faut leur souhaiter de carburer à fond, de dépasser ce plafond de chiffre d'affaires, de calculer leurs charges, de savoir combien ils gagnent, et voilà, et de cotiser à fond et d'épargner pour compléter et avoir une retraite décente. Voilà la conclusion qu'on peut en tirer.